Épisode Transformer, pourquoi l'attention a changé l'IA. Chapitre 1 Le langage n'est pas une file de mots. Une phrase ne se comprend pas seulement en avançant, elle se comprend en reliant. Et c'est peut-être là que toute l'histoire commence. Comprendre une phrase, pour un humain, paraît presque d'une simplicité insultante. On écoute, on lit, et le sens vient. Enfin, c'est ce qu'on croit. Parce qu'en réalité, comprendre une phrase, c'est faire une quantité absurde de travail invisible. Relier un pronom à la bonne personne. Sentir qu'un mot change de sens selon ce qui l'entoure. Garder en mémoire quelque chose dit 6 ou 8 mots plus tôt pour comprendre ce qui arrive à la fin. Comprendre, bref, c'est naviguer dans une structure, pas seulement dans une ligne. Prenez une phrase minuscule. Le trophée ne rentre pas dans la valise parce qu'il est trop grand. Qui est trop grand ? Le trophée. Maintenant, changez presque rien. Le trophée ne rentre pas dans la valise parce qu'elle est trop petite. Cette fois, c'est la valise. Les mots ont à peine bougé. Le monde, lui, a changé. Et ce basculement dit quelque chose d'essentiel. Le langage n'est pas une simple succession de mots. C'est un système de dépendance. Un mot pointe vers un autre. Un pronom se rattache à un nom. Un verbe attend son sujet. Une ambiguïté se résout non pas au mot suivant, mais dans l'architecture entière de la phrase. Autrement dit, comprendre ne consiste pas seulement à avancer. Comprendre consiste à relier. Et c'est là que les ennuis commencent pour les machines. Car pendant longtemps, on a essayé de leur apprendre le langage comme on ferait défiler un texte sur un tapis roulant. Un mot, puis le suivant, avec l'espoir qu'en arrivant à la fin, elles se souviennent encore du début. C'était logique. Après tout, une phrase arrive bien dans un certain ordre. Sauf que le sens, lui, n'obéit pas toujours à cet ordre-là. Il saute, il revient. Il dépend d'un détail lointain. Il se révèle parfois après coup. Une phrase, à l'échelle du sens, ressemble moins à une file indienne qu'à une toile tendue entre des mots qui se répondent. Plus simplement, ce n'est pas une route, c'est un réseau. Pensez à cette autre phrase. Le chat que le voisin de ma sœur a recueilli hier soir dormait enfin. Le mot important pour comprendre dormait, ce n'est ni voisin, ni sœur, ni hier, ni soir. C'est chat. Pourtant, entre les deux, la phrase a pris son temps. Un humain le sent presque sans effort. Une machine, elle, doit apprendre qu'au milieu du bruit, certains liens comptent plus que d'autres. C'est tout le problème. Et c'est aussi la clé de toute l'histoire qui suit. Parce qu'avant de fabriquer des machines qui parlent, qui résument, qui traduisent ou qui écrivent du code, il fallait résoudre une question beaucoup plus primitive, beaucoup plus difficile aussi. Comment sait-on exactement à quoi il faut prêter attention dans une phrase ? Chapitre 2 Avant 2017, des machines qui lisaient mot après mot. Pendant longtemps, on a demandé au modèle de retenir la phrase en avançant. Le problème, c'est qu'une mémoire qui marche pas à pas finit souvent par perdre ce qui change tout. Avant les Transformers, le langage était déjà un territoire intensément travaillé. Les machines n'étaient pas stupides, elles progressaient, elles traduisaient mieux, elles complétaient des phrases, elles classaient des textes. Mais elles le faisaient avec une contrainte lourde, presque physique. Elles avançaient, un mot après l'autre, comme un lecteur condamné à marcher tout droit. Les grandes architectures dominantes portaient des noms un peu arides, RNN, puis LSTM, puis GRU. Derrière ces acronymes un peu secs, il y avait toujours la même intuition générale. À chaque nouveau mot, le modèle met à jour un état interne, une sorte de mémoire condensée de tout ce qu'il a vu jusque-là. L'idée est belle, elle est même très humaine en apparence. Lire, après tout, c'est bien traverser une phrase dans le temps. Sauf qu'en pratique, cette mémoire devait faire l'impossible. Garder le fil du début, intégrer le milieu, préparer la fin, tout ça dans un espace limité, comprimé, réécrit à chaque étape. Imaginez quelqu'un à qui l'on demande de résumer un roman entier sur un post-it, puis d'effacer et de réécrire ce post-it à chaque page. Voilà le problème. En beaucoup plus mathématique, bien sûr, mais le problème tout de même. Les RNN ont très vite buté sur cette difficulté. Plus la séquence s'allonge, plus le début s'éloigne, plus le signal s'affaiblit. En langage technique, on parle de gradients qui s'évanouissent. À l'oral, on peut le dire autrement. La mémoire se délite. Les LSTM, introduits en 1997 par Sepp Hochreiter et Jürgen Schmidhuber, ont représenté une avancée majeure. Ils ajoutaient des portes, des mécanismes pour décider quoi garder, quoi oublier, quoi laisser passer. C'était intelligent, c'était élégant. Et pendant des années, c'est comme ça qu'on a tenu la ligne de front. Mais même avec ces raffinements, une limite persistait. Le modèle continuait de lire dans l'ordre. Il devait toujours porter le passé avec lui au lieu de pouvoir y revenir librement. Et ce détail allait devenir fatal. Prenez la traduction automatique. Pendant longtemps, on a utilisé des architectures dites séquence-to-séquence. Une première partie lit la phrase source et la compresse dans une représentation, puis une seconde partie essaie de produire la phrase cible. Le résultat pouvait être impressionnant. Mais là encore, tout dépendait de la qualité de cette compression. Si la phrase était courte, ça passait. Si elle s'allongeait, les ennuis commençaient.
Parce qu'une phrase n'est pas seulement longue, elle est hiérarchique. Elle contient des retours, des parenthèses, des dépendances lointaines, des points d'appui qui reviennent tard. Or, ces architectures transportaient tout ça dans une mémoire unique, comme si toute la phrase devait survivre dans une valise trop petite. En 2014, une première fissure apparaît avec les travaux de Dmitri Badano, Kyung-Yun Cho et Yoshua Bengio. Ils ajoutent un mécanisme d'attention dans les systèmes de traduction. L'idée, déjà, est décisive. Au lieu de tout compresser une fois pour toutes, le modèle peut aller regarder les bons morceaux de la phrase source au moment où il en a besoin. C'est une avancée immense. Mais l'attention reste alors un outil ajouté à une vieille structure. Le moteur profond reste séquentiel. Le lecteur marche toujours en file indienne. Et ce n'était pas seulement un problème de qualité, c'était aussi un problème de vitesse. Un modèle qui traite une phrase mot après mot se parallélise mal. Il doit attendre l'étape précédente pour calculer la suivante. Dans un monde où les données explosent et où les GPU deviennent les vraies machines de guerre de l'IA, cette dépendance séquentielle commence à coûter très cher. En d'autres termes, les anciens modèles avaient déjà compris quelque chose du langage, mais ils le comprenaient dans une position inconfortable, comme quelqu'un qui essaierait d'observer une fresque immense à travers une fente étroite en avançant centimètre par centimètre. Ils voyaient quelque chose, mais ils voyaient tard, et ils voyaient mal. Le problème n'était donc pas seulement qu'ils oubliaient. Le problème, c'est qu'ils regardaient le langage avec la mauvaise posture, pas le bon angle, pas la bonne géométrie. Et un jour, quelqu'un a fini par poser la question qui change tout. Si le sens dépend des relations entre les mots, pourquoi continuer à les traiter comme une procession ? Chapitre 3. L'idée simple qui change tout, l'attention. Et si le cœur du problème n'était pas la mémoire ? Et si comprendre une phrase consistait d'abord à savoir où regarder ? C'est souvent comme ça que les vraies ruptures arrivent, pas avec une réponse plus compliquée, avec une question mieux posée. Et parfois, une discipline entière attend cette question sans le savoir. Pendant des années, le problème avait été formulé ainsi. Comment aider une machine à garder en mémoire ce qu'elle a déjà lu ? Puis, peu à peu, une autre formulation s'impose. Peut-être que la mémoire n'est pas le vrai centre du sujet. Peut-être que le vrai centre, c'est la sélection. La capacité à distinguer dans une phrase ce qui compte vraiment de ce qui ne compte pas maintenant. C'est ça, l'attention. L'idée est presque embarrassante de simplicité. Quand nous lisons, nous ne donnons pas le même poids à chaque mot. Nous balayons une phrase, oui, mais en réalité nous faisons mieux que ça. Nous revenons vers les éléments pertinents. Un pronom vers son antécédent. Un adjectif vers ce qu'il qualifie. Et parfois un mot banal devient décisif parce qu'il change toute la scène. L'attention en IA formalise précisément cela. À un instant donné, certains morceaux de la séquence comptent plus que d'autres. Pas en général. Pas une fois pour toutes. Maintenant. Pour ce mot-ci. Dans ce contexte-là. C'est une idée très fine parce qu'elle casse une illusion tenace. L'idée que le contexte serait une sorte de halo uniforme autour des mots. Non. Dans une phrase, tout n'éclaire pas tout de la même façon. Certains liens sont faibles, d'autres sont décisifs. Comprendre, c'est donner le bon poids au bon endroit. Prenez un exemple très simple. Marie a donné le livre à Sophie parce qu'elle partait demain. Qui part demain ? Marie ? Sophie ? Nous, humains, cherchons immédiatement les éléments qui font tenir l'interprétation. Une machine doit apprendre, elle aussi, à distribuer son regard. L'attention, on peut l'imaginer comme un surligneur mobile, ou mieux, comme un système de projecteurs. À chaque mot, le modèle éclaire autrement le reste de la phrase. Quand il traite un pronom, il cherche à quoi ce pronom peut renvoyer. Quand il traite un verbe, il cherche son sujet, son objet, ses compléments. Quand il traite un mot ambigu, il cherche les indices qui vont stabiliser son sens. Le point décisif, c'est que le sens ne naît pas seulement de la proximité, il naît de la pertinence. Et la pertinence, il faut la calculer. À ce stade de l'histoire, l'attention existe déjà dans certains systèmes, notamment en traduction. Mais elle reste un accessoire brillant accroché sur une vieille machine. Une aide, une béquille sophistiquée, pas encore le centre de gravité. Et pourtant, l'idée contenait déjà la révolution tout entière. Car si ce qui compte dans une phrase, c'est la carte des dépendances, alors peut-être qu'il faut arrêter d'organiser les modèles autour du défilement. Peut-être qu'il faut les organiser autour des relations elles-mêmes. Le déplacement paraît subtil. En réalité, il est immense. On ne passe pas d'un meilleur réglage à une simple amélioration. On passe d'une manière de lire à une autre manière de voir. La phrase n'est plus un tunnel, elle devient une surface. Mieux, une géographie. Et soudain, on ne lit plus, on cartographie. Chaque mot n'est plus seulement un point sur une ligne, mais un nœud dans un réseau de liens. Certains proches, certains lointains, certains évidents, certains invisibles au premier regard. Et tout à coup, l'ambition change. Il ne s'agit plus seulement d'avancer sans oublier. Il s'agit de cartographier les relations qui donnent son sens à la phrase. À partir de là, la suite devient presque inévitable. Si l'attention est la vraie clé, alors quelqu'un finira bien par proposer de bâtir toute l'architecture autour d'elle. Et ce quelqu'un, ce sera Google en 2017, avec un titre de papier qui ressemble moins à un article scientifique qu'à une déclaration de guerre.
Chapitre 4, 2017, Attention is all you need. 8 mots, une promesse, et derrière eux, une décision radicale. Retirer la vieille charpente et reconstruire l'édifice autour d'un seul principe. En juin 2017, un article apparaît sur Archive. Son titre, Attention is all you need. 8 mots. Et dans ces 8 mots, une audace presque insolente. Les auteurs, Ashish Vaswani, Noam Shazir, Nikki Parmar, Jacob Uskoreit, Lion Jones, Aidan Gomez, Lucas Kaiser et Ilya Polosoukine, travaillent chez Google Brain et Google Research. Ils ne disent pas « nous avons amélioré tel composant ». Ils ne disent pas « nous avons ajouté une couche utile ». Ils disent en substance « et si l'attention suffisait à elle seule ». Il faut mesurer ce que cela veut dire à l'époque. Le langage est encore largement dominé par des architectures récurrentes. On lit mot après mot, on transporte une mémoire, on raffine, on répare. Le papier de 2017 prend tout ça, regarde la vieille mécanique et enlève le moteur. C'est rare, un geste aussi simple et aussi brutal. Plus de récurrence, plus de convolution. À la place, une architecture fondée uniquement sur des mécanismes d'attention. Le mot important ici, c'est seulement. L'attention n'est plus un bonus, elle devient la charpente. Le reste s'aligne autour d'elle. Dans le résumé du papier, la phrase est nette. Les modèles dominants de transduction de séquences reposent sur des réseaux récurrents ou convolutionnels complexes. Nous proposons une nouvelle architecture simple, le transformer, fondée seulement sur l'attention, sans récurrence ni convolution. Ce genre de phrase arrive parfois en science comme un bruit sec. Elle ne ressemble pas à une explosion, mais rétrospectivement, c'en est une. Le champ ne le sait pas encore, mais son centre de gravité est en train de bouger. Le transformer n'est pas seulement élégant sur le plan conceptuel, il arrive aussi au moment exact où l'industrie en a besoin. Parce qu'en supprimant la dépendance stricte au mot précédent, il devient beaucoup plus parallélisable. Et ça change tout. Ce n'est plus seulement une meilleure idée théorique, c'est une idée faite pour l'époque des très gros volumes de données et du calcul massif sur GPU et TPU. En d'autres termes, le transformer n'épouse pas seulement mieux le langage, il épouse aussi mieux l'économie moderne du calcul. C'est une des raisons de sa victoire. Les premiers résultats du papier, notamment en traduction automatique, frappent vite. Mais l'essentiel n'est peut-être même pas là. L'essentiel, c'est que le papier rend soudain pensable un autre avenir pour le traitement du langage. Il montre qu'on peut représenter une séquence sans la traverser comme une procession, qu'on peut calculer des dépendances directement à grande échelle, et qu'en faisant ça, on ouvre la voie à autre chose qu'une amélioration locale. On ouvre une plateforme, une grammaire générale. C'est souvent le signe des papiers vraiment historiques. Au moment où ils sortent, ils résolvent un problème précis. Quelques années plus tard, on réalise qu'ils avaient surtout changé la forme des questions qu'on pouvait poser. Cette architecture naît dans la traduction, mais très vite, elle déborde. Compréhension du langage, génération, résumé, recherche, vision, multimodalité. En 2017, personne n'entend encore le mot ChatGPT, mais le sol est en train de bouger sous toute l'IA moderne. Le titre, lui, restera « Attention is all you need ». On peut l'entendre comme une formule de laboratoire. On peut aussi l'entendre comme une intuition plus vaste, presque philosophique. Dans le langage, comprendre n'est pas d'abord accumuler, c'est savoir quoi regarder. Très bien, reste alors la vraie question. Quand on dit qu'un transformer fait attention, que fait-il exactement ? Que se passe-t-il concrètement à l'intérieur ? Chapitre 5. Comment marche un transformer ? Sous le mot, il y a une mécanique, pas simple, mais belle. Prendre une phrase, la transformer en relation, puis recalculer chaque mot à la lumière de tous les autres. Il faut maintenant entrer dans la machine, pas trop profond, mais assez pour que le mot « transformer » cesse d'être un prestige vague, assez pour qu'il commence à devenir une intuition. Le principe général tient en une phrase. Un transformer prend une séquence, découpe le texte en unités, transforme ces unités en représentations numériques, puis recalcule chacune d'elles à la lumière de toutes les autres. C'est ça le cœur. D'abord, le texte est découpé en tokens, pas forcément des mots entiers, parfois des morceaux de mots, parfois de la ponctuation, parfois des fragments très fréquents. Peu importe ici le détail exact, l'idée importante c'est que le langage devient une suite d'unités manipulables. Ensuite, chaque token est converti en vecteur, c'est-à-dire en représentation numérique. Mais une phrase n'est pas seulement un sac de tokens, elle a un ordre. Or, le transformer, précisément, veut traiter beaucoup de choses en parallèle. Il faut donc lui redonner le sens de la position. C'est le rôle des encodages positionnels, dire au token où il se trouve dans la séquence. Sans ça, le chien mord l'homme et l'homme mord le chien risqueraient de se ressembler dangereusement. Et puis arrive le vrai cœur battant
attend du modèle, la self-attention, l'auto-attention. Le mot peut impressionner. L'idée, elle, est simple. Pour comprendre un token donné, le modèle regarde tous les autres tokens de la même séquence et estime lesquels sont les plus pertinents, pas les plus proches, les plus pertinents. Le token n'est donc plus défini une fois pour toutes. Il est recalculé par son contexte. C'est l'idée décisive. Dans un transformer, un mot n'existe jamais seul. Il existe à la lumière des autres. Techniquement, ce calcul passe par 3 objets devenus célèbres: query, key, value. On peut les expliquer sans cruauté. La query, c'est ce que cherche un token. La key, c'est la manière dont les autres se présentent. La value, c'est l'information qu'ils portent réellement. En simplifiant, chaque token arrive avec 3 cartes. Une, voilà ce que je cherche. Une autre, voilà comment on peut me reconnaître. Une troisième, voilà ce que j'ai réellement à apporter. Le modèle compare alors la query d'un token avec les keys des autres. Quand ça correspond fortement, il récupère davantage de leur value. Autrement dit, il regarde qui compte pour lui, puis il prend davantage chez eux. Cette opération produit quelque chose de très puissant. Le modèle ne manipule plus des mots figés, il manipule des mots contextuels. Le mot banque ne se ressemble plus exactement à lui-même selon qu'on parle d'un compte bancaire ou d'une rive. Le mot change parce que son voisinage change. Le sens devient calcul. Et c'est précisément là que la magie apparente redevient de l'ingénierie. Et puis il y a un autre raffinement décisif, la multi-head attention. Une seule attention pourrait déjà être utile, mais une phrase contient plusieurs types de relations en même temps. La grammaire, la référence, les oppositions, les structures logiques. La multi-head attention, c'est donc plusieurs façons de regarder la phrase simultanément, comme si plusieurs lecteurs lisaient en parallèle. L'un suit les pronoms, l'autre la syntaxe, l'autre les dépendances plus abstraites, l'autre les grands motifs de sens. Ensuite, on combine ces lectures. Le résultat n'est pas une compréhension plate, c'est une compréhension stratifiée. Tout cela ne se produit pas une fois, mais couche après couche. Chaque couche reprend les représentations produites par la précédente et les affine. Les relations deviennent plus riches, les abstractions montent. Le modèle voit de moins en moins des unités brutes et de plus en plus des structures de sens utiles à la tâche. C'est pour ça que le nom transformer est bien choisi. Le modèle ne se contente pas de lire, il transforme la représentation du texte à chaque étage. Dans sa forme d'origine, l'architecture comporte un encodeur et un décodeur. L'encodeur construit une représentation riche de l'entrée. Le décodeur génère la sortie. Pour la traduction, c'est idéal. Une phrase entre, une autre sort. Mais la vraie puissance du transformer, c'est qu'il va ensuite se laisser réarranger. Certains modèles n'utiliseront surtout que l'encodeur, d'autres surtout le décodeur. Et c'est là que l'histoire bascule de la science élégante au choc industriel. Parce qu'après 2017, cette architecture n'est plus une architecture parmi d'autres. Elle devient une lignée, et bientôt, presque un climat. Chapitre 6. BERT, GPT, ChatGPT, la descendance. Une bonne architecture ne reste jamais seule. Elle se divise, se spécialise, grossit, change d'échelle, puis finit par redessiner tout le paysage. À partir de 2017, cette architecture cesse très vite d'être une curiosité brillante. Elle devient un point de départ. L'architecture originale, pensée notamment pour la traduction, va donner naissance à plusieurs lignées. Et parmi elles, 2 noms vont structurer une bonne partie du paysage, BERT et GPT. BERT arrive en 2018. Son nom complet est déjà tout un programme, Bidirectional Encoder Representations from Transformers. En clair, BERT exploite surtout la logique de l'encodeur. Son métier n'est pas d'abord de produire du texte, son métier c'est de fabriquer de bonnes représentations, de lire profondément, d'intégrer le contexte à gauche et à droite, de comprendre qu'un mot ne veut pas exactement la même chose selon l'ensemble de la phrase. C'est une machine à enrichir le langage avant d'agir dessus. Classification, extraction d'informations, recherche, compréhension, BERT devient très vite une base majeure du NLP moderne. GPT, lui, vient d'une autre branche. Son nom, Generative Pre-trained Transformer, annonce déjà sa vocation. Là où BERT lit pour mieux représenter, GPT lit pour prolonger. Il s'appuie surtout sur la logique du décodeur et sur un apprentissage d'apparence presque modeste. Prédire le prochain token, encore un, puis un autre, puis un autre. Sauf qu'à grande échelle, cette tâche simple devient redoutable. Pour bien prédire la suite, il faut internaliser une quantité immense de régularité du langage, du style, des faits, des structures argumentatives, des formes narratives. Ce qui semblait être un jeu d'autocomplétion devient progressivement une machine générale à générer du texte. C'est là que le détail technique commence à devenir une affaire de civilisation numérique. La différence entre les deux familles peut se dire simplement. BERT apprend surtout à lire, GPT apprend surtout à continuer. C'est schématique bien sûr, mais c'est juste. Et c'est surtout utile à l'oral, parce que toute la vague qui va suivre, GPT-2, GPT-3, GPT-4, puis les assistants conversationnels comme ChatGPT, vient de là. D'un pari sur la génération autorégressive amplifiée par l'échelle. Plus de données, plus de paramètres,
plus de calculs, et soudain, des modèles capables de rédiger, résumer, traduire, expliquer, dialoguer, coder. Il faut faire attention à ne pas raconter ça comme une ligne droite magique. ChatGPT n'est pas contenu tout entier dans le papier de 2017 comme un destin écrit d'avance. Il y a eu des avancées de taille, d'entraînement, d'alignement, d'infrastructure, d'interface, de produits. Mais la charpente, elle, est bien là. Quand le grand public découvre qu'une machine peut lui répondre avec une fluidité troublante, il découvre sans le savoir le succès historique d'une architecture née 6 ans plus tôt autour de l'attention. Et la contagion ne s'arrête pas au texte. En 2020, le Vision Transformer montre qu'on peut aussi découper une image en patch et lui appliquer des idées analogues. L'architecture sort du langage. Elle devient une forme générale pour traiter des séquences ou quasi-séquences d'informations. Texte, images, audio, multimodalité, l'architecture déborde de son berceau. Quand une idée commence à coloniser des domaines aussi différents, ce n'est plus seulement une réussite technique, c'est un changement de régime. On n'est plus dans un progrès local, on est dans une bascule. Mais il reste une question. Pourquoi cette architecture, parmi tant d'autres idées ingénieuses en IA, a-t-elle gagné avec une telle brutalité ? Pourquoi est-elle devenue, pendant des années, la forme dominante de l'intelligence artificielle moderne ? Pour répondre, il faut quitter un instant les phrases et regarder les machines qui les entraînent. Chapitre 7. Pourquoi les Transformers ont gagné et pourquoi ils ne sont peut-être pas la fin de l'histoire. Une architecture peut dominer son époque pour de très bonnes raisons. Ça ne veut pas dire qu'elle a résolu, une fois pour toutes, le problème qu'elle a rendu visible. Les Transformers ont gagné pour une raison simple à formuler et complexe dans ses conséquences. Ils arrivaient avec la bonne idée au bon moment, dans la bonne économie du calcul. La bonne idée, c'était l'attention comme principe central. Le bon moment, c'était celui de l'explosion des données numériques et de l'appétit pour des modèles toujours plus grands. Et la bonne économie du calcul, c'était celle des GPU et des TPU, autrement dit des machines remarquablement adaptées au traitement parallèle. Un RNN lit une phrase comme une procession. Un transformer peut traiter bien plus de choses en même temps. Dans une ère de scale, ce détail n'en est pas un. C'est un empire. Et les empires techniques ne gagnent jamais seulement parce qu'ils ont raison. Ils gagnent parce qu'ils épousent leur époque. Il faut être clair, la victoire des Transformers n'est pas seulement scientifique, elle est aussi industrielle. Une architecture qui s'entraîne mieux à grande échelle, qui exploite mieux le matériel disponible, qui accepte de grandir avec les données et la puissance de calcul, part avec un avantage colossal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Transformers ont extraordinairement bien scalé. Plus on leur a donné de paramètres, de textes, de calculs, plus ils ont révélé de capacités. Toutes les architectures ne réagissent pas aussi bien à l'échelle. Celle-ci, si. C'est pour ça qu'elle a fini par structurer presque tout le paysage. Mais une victoire n'est jamais un absolu. L'attention a un prix. Dans sa forme standard, elle compare chaque token à tous les autres. Ce tout-à-tout est puissant, mais coûteux, très coûteux. Quand les séquences s'allongent, la mémoire et le calcul explosent. C'est une des grandes limites des Transformers. Leur force conceptuelle devient parfois leur faiblesse pratique. Pour relier tout à tout, il faut payer le prix de ce tout à tout. Il y a aussi la question du contexte. Même avec des fenêtres immenses, un modèle ne peut pas tout prendre en charge indéfiniment. Il faut découper, résumer, sélectionner, externaliser une partie de la mémoire. Et puis il y a une autre limite, plus dérangeante parce qu'elle touche à notre propre illusion. Un texte très cohérent n'est pas forcément un texte vrai. Les grands modèles fondés sur des Transformers peuvent produire des réponses fluides, plausibles, élégantes et fausses. Leur maîtrise des formes ne garantit pas la vérité de leur contenu. Là encore, on peut le dire simplement, parler n'est pas savoir. Et c'est peut-être la phrase qu'il faut garder en tête devant toute l'IA contemporaine. Reste la grande question, comprennent-ils ? C'est un débat plus philosophique que technique, et il vaut mieux l'aborder avec prudence. Ce qu'on peut dire sans tricher, c'est ceci. Les Transformers capturent remarquablement bien des régularités, des structures, des dépendances, des patrons de langage et d'information. Ils produisent des performances spectaculaires, mais savoir jusqu'où cette performance ressemble à une compréhension au sens humain reste une question ouverte. Il ne faut ni minimiser leur puissance, ni l'enchanter trop vite. Et c'est justement pour ça que d'autres architectures commencent à intéresser la recherche. Des modèles plus efficaces sur certaines longues séquences. Des approches fondées sur les State Space Models. Mamba, par exemple, propose une autre manière de traiter l'information séquentielle, avec une meilleure efficacité dans certains cas. Rien ne dit aujourd'hui qu'il remplacera les Transformers, mais son existence rappelle une loi très simple de l'histoire des techniques. Toute architecture dominante finit par révéler le contour exact de ses limites. C'est peut-être ça, la bonne façon de conclure cette histoire. Les Transformers n'ont pas simplement amélioré l'IA, ils ont déplacé son centre de gravité. Ils ont appris aux machines à redistribuer leur regard,
voir, à calculer des relations, à faire du contexte le vrai lieu du sens. C'était assez pour changer la recherche, assez pour changer l'industrie, assez finalement pour changer notre rapport quotidien aux machines qui écrivent. Mais suffisant pour épuiser la question de l'intelligence, rien ne permet de l'affirmer. Les Transformers n'ont peut-être pas résolu l'intelligence, mais ils ont changé la manière dont les machines regardent le monde écrit. Et cela, pour une discipline entière, était déjà immense. Vous écoutiez Transformers, pourquoi l'attention a changé l'IA. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, le plus simple est de le partager autour de vous ou sur LinkedIn.